et tout va bien. Il est 9 heures et tout va bien. Enfin, pour l'instant. Mesdames et messieurs, je vous invite à me rejoindre là, juste devant moi, à prendre place, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue pour cette balade nocturne de la cité médiévale de Sarre-Union. Je me présente, je m'appelle Louise, je suis conseillère en séjour à l'Office de tourisme de l'Alsace-Bossu à Lorenzen et je fais cette visite dans le cadre des sorties et visites estivales proposées par notre office. Alors ce soir, j'ai une mission particulière qui m'a été confiée, celle de veilleur de nuit. Alors c'est un métier qui n'existe plus depuis des années et des siècles. Il y en avait un à Sarre-Union, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est quelqu'un qui circule dans les rues de la ville pour veiller à la tranquillité des habitants de la ville ou du village. Et ces derniers jours, il y a des habitants, des Sarre-Unionnais, alors je crois qu'il y en a parmi vous, dans le public, on a eu des plaintes. Leurs nuits sont perturbées par des choses bizarres, étranges, comme des lampadaires qui explosent en plein milieu de la nuit sans raison, des décors floraux carbonisés ou encore des apparitions fantomatiques. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Moi, j'ai peur là, d'un coup, j'en tremble même. Des apparitions fantomatiques à des fenêtres de maisons qui sont inhabitées depuis quelques années. Du coup, la municipalité de Sarre-Union a demandé aux citoyens volontaires d'exercer la fonction de veilleur de nuit pour que les citoyens retrouvent leur sommeil paisible. Étant citoyenne de Sarre-Union et voulant le bien-être de mes concitoyens, je me suis portée volontaire, mais les heures passent. Jusqu'au début de ma ronde de nuit, je commence à plus être très sûre de moi. Je me dis, me balader seule dans les rues sombres. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Bref, mais je vois que vous êtes là nombreux ce soir avec moi. Cela me rassure. J'espère que vous êtes courageux. Et vous allez être mes apprentis veilleurs de nuit, si vous voulez bien. On va commencer notre ronde tout de suite. Alors j'ai un petit rituel. Les veilleurs de nuit sont équipés d'une lanterne. Est-ce que l'un d'entre vous veut venir l'allumer pour commencer notre ronde officiellement, involontaire? Oui? Tu viens avec moi? Voici notre lumière de ce soir, ma lanterne. Alors, je vais t'expliquer. Tu sais allumer les allumettes? Tu prends une allumette. Je vais t'ouvrir, tu vois, la petite porte de la lanterne. Voilà, super. Merci. Comment tu t'appelles? Tom. Tom. Merci beaucoup, Tom. Voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez remercier Tom qui a allumé la lanterne qui marque le début de notre ronde de nuit. Alors, nous allons commencer par inspecter la place ici où nous nous trouvons, qui s'appelle la place de la République. Alors, on ne se situe pas dans la cité médiévale, on ira tout à l'heure, mais nous sommes dans le faubourg. Le faubourg a été construit à partir du XVIIIe siècle parce qu'il y a des habitants qui se sentaient à l'étroit dans la ville médiévale. Vous verrez tout à l'heure, c'est des rues tortueuses. Du coup, un des premiers citoyens à être sorti de la ville médiévale, c'est le boulanger Chatillon qui a fait construire le grand bâtiment derrière vous, la maison jaune où il y a l'opticien actuellement, où il y avait une auberge, un relais pour les chevaux, il y avait aussi un restaurant. Et regardez, c'est pas bête ce qu'il a fait parce qu'il y a un axe devant qui est très fréquenté. Par là, vous avez Sarreguemines. De l'autre côté, direction Phalsbourg, Saverne, Strasbourg. Donc un axe très fréquenté par les commerçants et les troupes militaires. C'était aussi une place très appréciée des industriels de la ville de Sarre-Union au XIXe siècle notamment. Des industriels sont venus s'installer, je pense notamment à la chapellerie de Langenhagen qui a installé les bâtiments administratifs de son usine dans le bâtiment bleu, la Banque Populaire, aujourd'hui. Ici, sur cette place, vous avez bien sûr la fontaine, derrière des places de parking, mais avant ça, c'était un manège à chevaux avec plusieurs terrains, revêtements, du sable, de la terre, des cailloux. Et les troupes militaires de passage, les régiments,
entraîner leurs chevaux, ils faisaient des exercices, il y avait un manège. En contrebas de la place, sur votre gauche, il y avait la place du marché aux bestiaux, qui s'appelle toujours comme ça, où on peut se garer aujourd'hui. Et là-bas, il y avait le marché, donc avec tous les bestiaux, comme on dit, les cochons, les vaches, les chèvres. Et bien sûr, monument très intéressant sur notre place ici, c'est derrière moi, vous connaissez son nom peut-être? La Boxbronner et la fontaine au bouc, symbole de la ville de Sarre-Union. Alors si on l'observe un petit peu, on a la partie supérieure qui est en fonte, faite par les ateliers de Dietrich à Niedermodern. D'ailleurs, c'est marqué au-dessus. Le bas, donc les deux boucs, alors normalement, vous avez peut-être vu avant, il y a de l'eau qui sort par la bouche des deux boucs. Donc cette eau vient d'une source, d'une rivière captée à plus de 3 km. Et une légende dit que si on buvait l'eau de la fontaine des deux boucs, on était amené à revenir un jour à Sarre-Union. Alors moi personnellement, je n'ai pas essayé parce que je vous invite pas non plus à le faire parce que l'eau n'est pas potable. Le bas, donc les deux boucs et le bassin sont en grès rose des Vosges du Nord. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais les deux boucs là, moi ils ne m'inspirent pas confiance. Avec leurs cornes là, je les soupçonne d'être les auteurs de ces petits crimes, de ces bêtises. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, notamment, alors aujourd'hui, le bouc c'est un animal bien sympathique, on trouve malgré son odeur incommodante, mais au Moyen-Âge, c'était un animal pas très bien vu déjà par l'Église catholique, avec les cornes. Voilà, ça pouvait être symbole du diable. Alors je vous ai ramené une petite représentation, une gravure du Moyen-Âge, du XVe siècle, une gravure allemande. On voit un bouc, donc, qui personnalise le diable, en train de faire un mauvais coup à un pauvre terrien. Vous voyez un petit peu? Donc je soupçonne un peu ces deux êtres-là d'être les auteurs de ces petits crimes. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que je vais le noter sur mon rapport. Hein. Bon, pauvre bête, oui. Oh, il nous écoute peut-être, hein, méfiez-vous. Très bien, je vous invite à vous lever pour ceux qui sont assis. On va maintenant rentrer dans la cité médiévale de Sarre-Union pour continuer notre ronde. Alors j'aurai besoin d'un assistant tout au long de la soirée pour éclairer les zones à contrôler avec cette lampe de poche là. Est-ce qu'il y a un volontaire pour cette étape? Oui? Très bien. Est-ce que, regarde, je vais t'indiquer ce que tu dois éclairer. Est-ce que tu peux m'éclairer cette maison-là et celle-ci? On ne voit pas encore trop bien, mais vous voyez de quoi je parle? Donc, entre ces deux maisons, il y avait ce qu'on appelle la porte basse, qui était l'entrée et la sortie de la ville médiévale de Sarre-Union. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus rien parce que le conseil municipal, un des conseils municipaux au 19e siècle l'a fait détruire parce qu'il jugeait ça plus utile. Et il faut s'imaginer donc qu'il y a une porte avec une herse et un fossé devant avec de l'eau pour se défendre des ennemis. Et on s'imagine aussi un veilleur de nuit qui est derrière la porte et qui veille à la sécurité des habitants. Ah donc, parlons encore de veilleurs de nuit. J'ai retrouvé dans les archives leur mission. Alors, je vais vous en lire quelques-unes, hein. Il y en a pas mal, j'en ai sélectionné. Donc, c'est les missions que devait remplir le veilleur de nuit au XVIIIe siècle. Il recevra une corne, que vous voyez là, un manteau, une hallebarde, alors ça on ne me l'a pas fourni, mais j'ai quand même une canne de marcheur qui a presque 100 ans, utile hein, si on fait de mauvaises rencontres, qu'il devra rendre en bon état après avoir démissionné de ses fonctions. De mai à octobre, donc c'est notre période, il parcourra la ville de 10h du soir, bon moi j'ai avancé à 9h parce que j'ai envie de terminer plus tôt, à 3h du matin. Donc on terminera à 2h. Ça vous va, hein? En hiver, à partir du mois d'octobre, de 10h du soir à 4h du matin. Ponctuellement, toutes les heures, il se promènera dans toutes les rues
et sonnera de sa corne à chaque coin de rue. Dès qu'il constatera un incendie en ville, il devra se rendre rapidement chez l'instituteur, laisser sonner la cloche et crier « Firio », donc veut dire feu, haut et fort, et en informer le maire. On va s'exercer un peu tous ensemble. Vous pouvez crier « Firio » avec moi ? Firio ! Firio ! Plus ! Voilà, qu'on soit. Bon, les gens vont se demander qu'est-ce qu'on fait ce soir. C'est un exercice incendie, vous inquiétez pas. Voilà. Le veilleur de nuit surveillera si les habitants de la ville ont quitté les auberges après 9 h du soir et sera également attentif aux disputes et aux bagarres. Est-ce qu'il y a des costauds parmi vous, j'espère? Non? Ah, monsieur, oui. Vous serez notre garde du corps ce soir. Il contrôlera tous les charretiers. Alors les charretiers, est-ce que vous avez un avis de qui sont les charretiers? Donc charretier, on entend quoi? Charrette. Voilà, c'est des gens qui se déplacent avec les charrettes. Bon, on n'en croisera pas beaucoup ce soir, je pense. Et on leur demandera leur justificatif de passage. En gros, on fait les gendarmes. Il arrêtera ceux dont les papiers ne sont pas en règle, fera décrocher leurs chevaux pour les faire emmener aux écuries de l'auberge la plus proche. Vous vous souvenez de l'auberge la plus proche? C'est là-bas. Il fera immédiatement un rapport à ce sujet au maire. Les klaxons aussi, on devrait un petit peu sermonner là-dessus. De plus, il veillera sur l'application de tous les règlements de police qui imposent l'utilisation de lanternes en ville après 10 h du soir. Surveillez vos montres tout à l'heure. L'interdiction d'utilisation de moyens d'éclairage sans protection en plein air. Bon, nous on est en règle ce soir. Dans les maisons, granges et écuries. Le veilleur de nuit doit soumettre pour chacun de ces cas un rapport au maire. Vous avez tous vos stylos parce qu'on va écrire ensemble un grand rapport après et le transmettre à monsieur Séné tout à l'heure, demain matin plutôt. S'il ne le fait pas, il sera verbalisé en fonction des circonstances. Enfin, il percevra un tiers de la somme de toutes les amendes payées à l'occasion de ces constats. Voilà. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre, à quelle mission vous devrez remplir. On va rentrer dans la ville médiévale et continuer notre ronde. C'est par ici. Donc là, on est rentré à l'intérieur de la cité médiévale. Dans cette grande rue, vous pouvez voir des oriels. Est-ce que vous savez ce que c'est des oriels? Oui. Oui? Qui c'est qui a dit? Madame? Vous sauriez m'expliquer ou expliquer à tout le monde? Ce sont les avancées des maisons qui sont soit octogonaux, soit triangulaires, etc. Exact. Et donc, soit sur 2 étages ou sur 1 étage. On peut dire oriel ou gloriel. Exactement. Donc, c'est des fenêtres en encorbellement, on dit ça dans le langage architectural, c'est un peu le jargon, des fenêtres suspendues dans le vide, dans la rue, et c'était signe de richesse. Alors il faut s'imaginer cette grande rue pleine d'oriels, dans Sarre-Union aussi. Il y en a une, comme madame le signale là-bas, on va passer devant, soyez attentifs, on va en repérer quelques-unes. Suivez-moi. Voilà, ici, je vous la signale dans le bas, vous en avez une là, ici, hein, tout au long là. Voilà un oriel. Venez, rapprochez-vous, messieurs, dames. Tu peux allumer ta lampe torche, s'il te plaît, et éclairer cet oriel triangulaire. Voici encore un autre exemple. Alors, si on commence par le bas, vous voyez ici, ouais, exactement, super, merci. On a un jeune homme, donc vous voyez, elle est très décorée, hein, un jeune homme qui soutient sur ses frêles épaules l'ensemble de l'oriel. Et vous savez à qui il me fait penser, ce jeune homme, dans la mythologie grecque? Oui, j'ai entendu. Oui, à Atlas, exactement. J'ai apporté une photo. Hop. Donc c'est une copie d'une sculpture en marbre du IIe siècle, Atlas en train de transporter la voûte céleste, la terre. Il a été condamné par le dieu Zeus parce qu'il a osé, vous imaginez, défier le dieu Zeus et les autres dieux de l'Olympe dans une guerre pour prendre le contrôle de l'univers. Malheureusement pour lui, il a perdu et il a été condamné
comme ce pauvre jeune homme, de porter la voûte céleste, et ce jeune homme, donc, c'est Auriel. Si on regarde sur l'allège, où il y a le cygne, alors l'allège, dans le jargon architectural, c'est ce qu'on appelle un mur, en fait, qui se situe juste en dessous de la fenêtre. Vous avez la fenêtre en dessous, au-dessus, tu peux éclairer la fenêtre, s'il te plaît? Tu es où, Tom? Ouais. Et l'allège juste en dessous, voilà. Et qu'est-ce que vous avez dessus? Un cygne. Et quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pondre, ou en train de couver des œufs. Alors, le cygne, au Moyen-Âge, c'était un animal noble. Il était considéré comme un animal pur, symbole de pureté. Et on voit dessus des inscriptions, des chiffres. 1629. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être comme chiffre? À quoi ça correspond? La date de création oui. de la maison. C'est la date, alors date de création ou de reconstruction, ça peut être les deux, un des deux des fois. Donc date de construction ou de reconstruction de l'Auriel ou de la maison. Voilà. Et tu peux juste te déplacer et éclairer l'allège sur la gauche. Qu'est-ce qu'on a là ici? C'est un visage humain qui a des longs cheveux, bouclés. Et ce qui est super intéressant, vous voyez juste tout autour, on a un décor de ferronnerie. Donc on a imité du fer forgé. On va continuer notre tour. Est-ce que quelqu'un veut bien sonner la cloche? Super. Allez-y. Il est 9h30. Et tout va bien. Vous pouvez le refaire, madame, encore une fois. Il est 9h30 passé et tout va encore bien. Bravo, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Merci, super. Voilà, alors on va contrôler un petit peu cette zone maintenant. On est devant la mairie de Sarre-Union, la mairie actuelle. Alors, ça n'a pas toujours été une mairie. Vous voyez, au niveau des portes, donc on a des grandes fenêtres, des arcs en plein cintre, en demi-cercle. Eh bien aujourd'hui, il y a des fenêtres, des portes, mais à l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'est le XVIIIe siècle, il n'y avait pas de fenêtres, c'était ouvert, c'était des passages ouverts pour accéder au marché couvert, pour faire ses courses à l'époque. On y stockait aussi le matériel d'incendie, donc les seaux d'eau, les crochets par exemple. Il y avait aussi une prison et à l'étage, on avait la maison de la commune, on appelle ça la mairie aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser aussi aux cartouches qui est là-bas. Vous voyez sur votre gauche, on retrouve quel animal? Le bouc qu'on a vu tout à l'heure, symbole de la ville de Sarre-Union. Et juste en dessous, vous avez une date. C'est la date de reconstruction du marché couvert. Et elles ont été reconstruites grâce à un personnage très important, de sang royal, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une idée? Oui, j'ai entendu. Oui, c'est le roi Soleil, Louis XIV, qui, lors de son passage dans la région, il y avait des manœuvres militaires. Les halles étaient en très mauvais état et il a eu la gentillesse, la bonté, il était très généreux, de faire reconstruire à ses frais ce marché couvert. Alors, je vous ai rapporté une petite photo du roi pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Vous savez, c'est le perruquet là. Voilà, le roi Soleil. Tableau de Hyacinthe Rigaud, donc dans son costume de sacre, dans toute sa splendeur. Notre bon roi a financé notre marché couvert. Et, alors c'est des on-dit, à prendre avec précaution, il aurait dormi à Sarre-Union. Alors il y a des Sarre-Unionnais dans le coin. Alors moi j'ai plusieurs versions, c'est des on-dit. Apparemment il aurait dormi chez Rosalila, l'actuelle fleuriste, dans l'hôtel de la Rose. Mais c'est à prendre avec précaution. Vous avez peut-être une autre version, Madame Broom? Moi j'avais entendu à côté. Encore à... Il y avait un restaurant qui s'appelait le restaurant à la Rose. Oui. Il y a longtemps. Oui. Alors, c'était soit là, ou même il parlait de Sefirnbach. Oui, l'ancien cinéma, peut-être, qui est juste là,
derrière vous avec un oriel encore. On va continuer notre ronde un tout petit peu plus loin. On va voir ce qui se passe au niveau de l'église catholique. Là, vous avez l'église catholique Saint-Georges, église construite au Moyen-Âge, 12e, 13e siècle par là. Donc, où est-ce qu'elle est située dans la ville, l'église, par rapport aux autres bâtiments? Pas vraiment. Alors, au centre de la ville médiévale, oui, on pourrait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas si on prend en compte le quartier de la Villeneuve de l'autre côté du pont. Mais est-ce qu'elle est plus dans le bas ou en haut, au milieu? En haut, voilà, en hauteur. Et à votre avis, pourquoi elle a été construite en hauteur comme ça? Pardon? Pour qu'on la voie bien. Pour qu'on la voie bien. Et aussi, donc, c'est un lieu de rassemblement pour les messes, pour voilà, la vie religieuse. Mais c'était aussi un lieu de rassemblement en cas d'attaque ennemie. On venait ici se réfugier dans l'église, un peu comme un donjon dans un château fort. On va aller inspecter un petit peu le portail. Je vous invite à monter les marches et à passer sur votre droite ou votre gauche, peu importe. Et je vais demander à mon premier assistant, veilleur de nuit, Tom, d'éclairer le bas-côté, donc là, à ta gauche. Tu vois les pierres tombales? Alors ces pierres tombales ont été entreposées ici, ce ne sont pas leurs places d'origine, on ira voir tout à l'heure où elles étaient. Tom, est-ce que tu peux éclairer, s'il te plaît, le portail? Voilà. Alors là, c'est l'entrée principale de l'église par le clocher. Et on voit qu'on a un très beau portail, donc 2 colonnes avec des chapitres. Donc tu peux éclairer les colonnes, s'il te plaît? Voilà, ça c'est le bas de la colonne. Et éclaire juste le haut de la colonne, s'il te plaît. Oui, là, pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle le chapiteau de la colonne. C'est l'élément supérieur qui couvre la colonne pour décorer, pour faire joli. Et on voit qu'il y a des feuilles. On appelle ça des feuilles d'acanthe. Et monsieur disait que c'était des chapiteaux corinthiens, exactement, de l'ordre corinthien. Il y a plusieurs styles dans l'architecture, corinthien, ionique, voilà. C'est une inspiration un peu de l'Antiquité. Tu peux monter, s'il te plaît, et éclairer le personnage. Voilà. Alors, à votre avis, qui est ce monsieur? C'est Saint-Georges, exactement. C'est le patron de l'église et de la paroisse de Bouconome. Alors, Bouconome, c'est le nom de la ville médiévale à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, comment il est habillé, Saint-Georges, là? Est-ce qu'il est en tenue de costume de dimanche ou en tenue de guerre, oui. Exactement, dans la légende, c'était un soldat romain, effectivement. Donc là, on l'a un petit peu... il a la tenue de centurion, il a une armure, il a un casque, il a une lance. Il est sur quoi? Un cheval. Et le cheval, comment il est? Est-ce qu'il est tranquille, cool, mais énervé? Il a l'air effrayé. Effrayé par quoi? Exactement, le dragon qui est juste en dessous. Saint-Georges est en train de terrasser de sa lance le dragon. Alors, le dragon, c'est un animal fantastique, armé de griffes, d'aigles, un corps de serpent. Il crache du feu. Vous vous rappelez tout à l'heure les constats, les décors floraux carbonisés? C'était le dragon. Ce serait peut-être lui. Donc, un animal effrayant, surtout au Moyen-Âge. Il est considéré comme le mal. Ça, c'est notre société occidentale qui le représente comme ça. C'est des gardiens de trésors, des gardiens d'otages aussi. Alors, je vous ai ramené quelques illustrations. Il est très présent dans notre imaginaire. Alors là, je vous ai rapporté sur la photo en bas une illustration du XVe siècle, une peinture italienne de Saint-Georges en train de terrasser le dragon. Et là, je vous ai rapporté des images, des illustrations du conte de Bilbo le Hobbit, de Tolkien, où il y a un dragon qui s'appelle Smaug, qui garde un trésor en haut et qui brûle aussi un village entier. Donc c'est un assassin aussi, gardien de trésor, assassin. Et je vous disais aussi, est-ce que vous connaissez le film Shrek? Si vous avez des enfants, des petits-enfants? Oui. Il y a un dragon aussi, qui devient gentil à la fin, mais qui garde un otage, la princesse Fiona, dans la plus haute tour du château. Pas très sympa non plus. Voilà. Alors qu'il y a d'autres sociétés, je pense notamment en Orient,
en Asie par exemple, là le dragon il est perçu d'une toute autre manière, voilà, une manière bienveillante, il est vénéré. On le vénère pour avoir de bonnes récoltes, pour être en bonne santé. Voilà, je vous ai rapporté une représentation. Donc ça c'est un dragon chinois, c'était le drapeau officiel de la Chine jusqu'à la fin du 19e siècle. Hein. Donc eux ils mettent à mettre cet animal sur leur drapeau. Il est très coloré. Bon, il a l'air quand même un peu effrayant aussi. Hein. Moi, il ne me rassure pas trop. Hein. Mais voilà, donc on a différentes manières de le percevoir dans notre imaginaire. Revenons à Saint-Georges. J'ai cherché un petit peu la légende pour voir un peu le rôle que tenait le dragon dans cette histoire. Donc monsieur disait que Saint-Georges était un soldat romain dans la légende, ce qui est vrai. Je vais vous la raconter. Un jour, Georges arriva dans une ville de la Libye nommée Cylène. Or, dans un étang voisin de la ville habitait un dragon effroyable qui, maintes fois, avait mis en déroute la foule armée contre lui. Parfois, il s'approchait des murs et empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée. Pour apaiser la fureur de ce monstre et l'empêcher d'anéantir la ville entière, les habitants lui offraient chaque jour 2 brebis. Mais bientôt, le nombre de brebis se trouva si réduit que force fut aux habitants de tirer au sort une créature humaine et aucune famille ne fut exceptée de ce choix. Et déjà, presque tous les jeunes gens de la ville avaient été dévorés lorsque, le jour de l'arrivée de Saint-Georges, le sort désigna pour victime la fille unique du roi. Pas de bol. Tout le monde y passe. Vêtue d'une robe de mariée, attachée à un rocher aux marches de la ville, la princesse attend donc la mort. Georges pose d'abord une condition avant d'en finir avec le monstre. Il ne tuera le dragon que si le peuple se convertit au christianisme. Contraint, le peuple se soumet à cette demande et on baptisa 15 000 habitants sur le champ. Il y a du boulot, hein, il y avait du boulot, très certainement. Le dragon souleva sa tête au-dessus de l'étang et Saint-Georges, après être monté sur son cheval, comme ici, et s'être muni du signe de la croix, assaillit bravement le dragon et qui s'avance vers lui. Il brandit haut sa lance, fit au monstre une blessure qui le renverse sur le sol. Et le saint dit à la princesse, « Mon enfant, ne crains rien et lance ta ceinture autour du cou du monstre. » La princesse fit ainsi et le dragon, se redressant, se mit à la suivre comme un petit chien qu'on mènerait en laisse. La bête fut ensuite conduite par la princesse jusqu'à la ville où elle fut décapitée. Ça ne se termine pas très bien pour le dragon. Bon. Est-ce que vous connaissez d'autres dragons dans d'autres villes en France C'est exactement la même légende que Saint-Clément et le Graouli à Metz. Voilà, exact. Donc voilà, le Graouli à Metz. Vous connaissez d'autres dragons? Il y en a beaucoup. Il y a Mélusine, la Vouivre. Voilà, il y a la Gargouille aussi à Rouen. Voilà. Donc il y a pas mal de bébêtes comme ça là. Voilà. On va continuer notre ronde. Je vous parlais, tu peux rééclairer s'il te plaît, les pierres tombales sur le côté. On va aller voir. Tu peux les... Voilà, très bien. On va aller voir où elles étaient, où était leur emplacement à l'origine. Merci Tom, tu peux venir ? Les pierres tombales qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, elles se trouvaient ici, dans le jardin actuel de l'église, tout autour. Alors, tout autour, à l'extérieur, étaient enterrés les gens du peuple, des gens comme moi, les nobles. Alors, je ne sais pas s'il y a des nobles parmi vous, des descendants, pas que je dise de bêtises. Non, je peux me lâcher. Bon, ils étaient à l'intérieur de l'église. Et alors, ce soir, l'église est ouverte, mais sachez qu'elle est, elle est fermée, mais en journée, elle est ouverte. Et vous pouvez vous promener, admirer l'architecture. Et quand vous irez dans les allées, vous verrez qu'il y a des anciennes pierres tombales dans les allées. Donc, si vous marchez et que vous entendez un « aïe », c'est que vous avez marché sur quelqu'un. Voilà. Alors, le monsieur, oui, vous êtes là, disait que les cimetières étaient construits autour des églises jusqu'au XVIIe siècle. Et après, par mesure d'hygiène, on les a mis
à l'extérieur de la ville. Il faut s'imaginer qu'en hiver, par exemple, quand le sol est gelé, on arrive à creuser moins profondément la tombe. Et à l'époque, on n'avait pas autant de cercueils qu'aujourd'hui. Les gens étaient souvent mis dans un simple linceul, donc ils n'étaient pas assez enterrés profondément. Et quand le soleil revenait, il y avait des odeurs qui remontaient, donc ça peut être source de maladies. Donc, notamment à cause de ça, les cimetières ont été construits après, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, à l'extérieur des villes ou des villages. Madame parlait d'un bâtiment qui va nous intéresser. Alors Tom, tu peux venir avec moi. Vous pourrez vous abaisser. Alors faites un petit peu attention, vous marchez. Vous pouvez allumer vos lampes parce que le terrain peut être miné des fois. Qui c'est qui habite là? Alors, on a une porte en plein cintre avec un arc semi-circulaire. Là, tu montes, Tom, très bien. Et sur le linteau, on a un emblème ici. Qu'est-ce que vous y voyez? J'ai entendu, oui. C'est une tête de mort, un crâne humain, des tibias, des os, ou je ne sais pas quel os humain, mais en tout cas, ils sont entrecroisés. À votre avis, ce bâtiment avait quelle fonction? De récolter les ossements. Oui. Un peu comme les catacombes. Un peu comme les catacombes à Paris, voilà. En fait, on entreposait les ossements des défunts dont la tombe, dont la concession avait échu, avait été périmée. On déterrait les défunts et on mettait leurs ossements proprement rangés, alignés à l'intérieur. Donc de ce bâtiment qu'on appelle, à votre avis, ça commence un ossuaire. On entend os, ossuaire, os dedans. Voilà. Alors je vous ai rapporté la photo de l'intérieur d'un ossuaire qui se trouve en Meuse pour vous faire une idée à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. Oui, c'est très beau. Très beau. Vous voyez comme c'est bien rangé. Qui c'est qui veut sonner la cloche? Vas-y Tom. Il est 10h Et tout va bien. et tout va bien. Très bien. Encore une fois? Fort. Avec conviction. Il est 10h et tout va bien. Voilà, super. Vous pouvez applaudir Tom, bravo. Je valide. Allez-y, traversez. Allez devant la maison Renaissance, s'il vous plaît. Voilà, donc là, Tom est en train d'éclairer une maison Renaissance. À quoi vous fait penser la façade? Les formes, ça vous fait penser à quel autre bâtiment? Alors pas en Europe, ça je... Non, pas en Europe. Voilà, les pagodes, des temples chinois, exactement. C'est les volutes, donc c'est ces spirales en pierre. Voilà, tu montes, voilà, bouge plus Tom. Va sur ta gauche. Voilà, vous voyez les spirales qui s'enroulent en pierre. Ça fait penser un petit peu à des temples chinois. Alors on va s'avancer sur le côté gauche. Il y a un premier élément intéressant. Qu'est-ce que nous avons? Un oriel. Alors, au niveau de la lège, donc c'est le mur juste en dessous de la fenêtre, vous voyez, on a un décor qui imite, un décor en pierre, qui imite le fer forgé. Et ils vont même jusqu'à, alors je cherche, imiter, tu peux éclairer ici Tom s'il te plaît, jusqu'à imiter les vis dans le fer. Vous voyez à quel point c'est précis. C'est plus habité ici alors? Si, c'est toujours habité aux dernières nouvelles. Alors maintenant Tom, comme il est 10h, je te demanderai de ne pas éclairer les fenêtres pour ne pas déranger les gens. Alors tu peux éclairer la fenêtre tout là-haut. Elle est murée. Alors vous voyez que... Remonte s'il te plaît. Voilà. Éclaire cette fenêtre-là. Vous voyez qu'au milieu, on a un montant en pierre. C'est ce qu'on appelle dans l'architecture un meneau. Il sépare l'ouverture en deux, ce qui fait que nous avons deux fenêtres. On a deux ouvertures. Et là, vous voyez, la fenêtre, elle est aveugle. À votre avis, pourquoi? Pourquoi on a condamné cette fenêtre? Les impôts. Oui. Les impôts, exactement. Sous la Révolution française,
Des impôts ont été donc mis en place au niveau des ouvertures, donc ces fenêtres et portes. Donc on payait des taxes. Donc il y avait une petite astuce, c'était de murer, de condamner les fenêtres. Et cet impôt était en vigueur jusqu'à, c'est pas très loin de nous, 1926. Voilà. Est-ce que tu peux éclairer, regarde, la seconde oriel. Vous voyez l'oriel qui est très haut, il y a 4 niveaux, très impressionnant. Et c'est un oriel qui est aussi très décoré. Regarde là ici, on a des fruits, des grappes de raisin, une pomme très certainement. Ici, qu'est-ce que vous identifiez? Un visage, exactement. Alors dans le jargon architectural, on appelle ça un macaron. Alors ça ne s'écrit pas comme la pâtisserie, le macaron, ça s'écrit M-A-S-C-A-R-O-N, voilà, comme masque, exactement. Alors, à votre avis, donc c'est un visage. Comment il est? Est-ce qu'il est typé? Regardez. Il a la moustache longue, il a les yeux bridés. C'est un asiatique. Alors, c'est Saint François Xavier, en fait, qui est représenté ici sous les traits asiatiques. Pourquoi? Parce qu'il était missionnaire, voilà, évangile, en Chine, notamment dans les contrées asiatiques. Donc, on l'a représenté avec des traits asiatiques. Là, on a encore, voilà, des fruits. Et ici, au niveau du linteau de la porte, donc des chiffres 1764, date de reconstruction ici, plutôt. On a des lettres, des initiales H, L, M, E, ça c'est les initiales des propriétaires de l'époque de la maison. Et juste au milieu, nous avons un emblème avec quelque chose de représenté. Est-ce que vous savez ce que c'est? Une idée? Allez-y. On dirait un tire-bouchon. Oui. Alors en fait, vous avez... Non, ce n'est pas des tonneliers, ce sont des couteaux qui sont représentés. Vous avez un couteau droit, ici, au milieu, avec des couteaux courbés entrecroisés. Et qui c'est qui se servait de couteaux à l'époque? Les bouchers. Ce n'est pas un boucher qui habitait ici. Les forgerons. Forgerons non plus. Oui, j'ai entendu. Non, pas chirurgien. Barbier. Non plus. Pardon? Non, pas un médecin. Il travaillait, comment dire, les peaux. Il travaillait les peaux d'animaux. Un tanneur. Voilà. Donc il travaillait les peaux. Alors on faisait avec des vêtements, des accessoires comme des bourses. Donc ça, on travaillait le cuir, les livres aussi. Voilà, des tas de choses. Je vais vous emmener dans une autre ruelle où il y a un autre emblème avec des outils dessus. On va essayer d'identifier qui habitait là. Merci beaucoup.